Bonjour à tous. Nous sommes en direct ce matin pour 1 heure ensemble pour cette conférence intitulée Afrique, 4 enjeux clés pour le développement durable, investissement immobilier, énergie renouvelable, mobilité internationale. Je m'appelle Mériadec Raffray, je suis journaliste à l'Opinion et je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence qui, pour rappel, s'inscrit dans le cadre du forum Afrique Science l'Opinion qui s'est tenu en présentiel ce 1er juillet 2021 à Paris et dont le thème était les entreprises françaises et la relance africaine. L'avenir, c'est l'Afrique. Nous sommes, je crois, environ 100-150 inscrits pour cette conférence. Et sans plus d'attendre, je vais vous présenter succinctement nos 4 experts associés au cabinet français LPA-CGR, cabinet d'avocats bien sûr, 230 avocats dans le monde, un cabinet d'envergure internationale avec 13 bureaux en particulier en Europe, en Asie et en Afrique, 4 associés qui sont également des piliers de l'Africadesk du cabinet, un cabinet qui est pionnier de l'implantation sur le continent africain, on y reviendra tout à l'heure, et qui possède aujourd'hui 4 bureaux permanents, Alger, Casablanca, Douala et Yaoundé au Cameroun. 2 d'entre vous êtes basés à Paris. Je vais commencer par Frédéric Bailly. Bonjour Frédéric Bailly. Bonjour à tous. Donc, vous êtes un spécialiste des opérations de fusion-acquisition et de réorganisation de groupes. Vous êtes responsable de l'Africadesk du cabinet. Vous opérez, je le signale, sur le continent africain depuis 1994, en particulier donc dans les 17 États membres de l'Alliance OHADA. On reviendra sur ce terme et vous nous expliquerez ce qu'il comprend. Vous couvrez globalement l'Afrique subsaharienne depuis le Sénégal jusqu'à la République démocratique du Congo. François Versini-Campinki, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je vous entends mieux. Vous aussi, vous êtes basé à Paris. Vous intervenez en droit de l'urbanisme, de l'environnement, des installations classées, des infrastructures énergétiques et des marchés publics. Vous êtes un expert en montage de projets français et internationaux dans les domaines de l'énergie renouvelable en Afrique, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, la biomasse. Merci. Donc, voilà, 2 autres. Et donc, nos 2 autres intervenants sont, eux, basés à Casablanca. Bonjour, Lina Fassifiri. Bonjour à tous. Vous êtes, vous, une spécialiste du droit du travail, experte notamment en particulier de la protection des données personnelles, notamment pour le sujet de la mise en conformité au RGPD. Ce règlement, on en dira peut-être un tout petit mot tout à l'heure. Vous accompagnez en particulier les entreprises sur les sujets de la mobilité internationale des cadres et des audits en droit du travail, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Et enfin, Romain Berton. Bonjour Romain Berton. Bonjour Mériadec, bonjour à tous. Vous opérez, vous, Romain, depuis une douzaine d'années depuis Casablanca. Vous êtes un spécialiste du droit immobilier, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Vous accompagnez des projets à forte composante immobilière dans un certain nombre de secteurs variés. On y reviendra, je cite les centres commerciaux, des cliniques, l'industrie automobile, l'aéronautique, l'hôtellerie et bien sûr d'autres secteurs. Pour introduire et commencer ce webinaire qui nous conduira jusqu'à 11 heures, je vous propose pour planter le décor, de faire un tour rapide avec vous sur la situation actuelle et les perspectives. Quand l'Europe et les États-Unis prônaient le quoi qu'il en coûte, les banquiers invités au forum du Sian la semaine dernière ont dit en souriant que l'Afrique, elle, a prôné le coûte que coûte, en référence évidemment aux faibles capitaux publics qui ont été mobilisés pour passer cette situation difficile en 2020 et 2021. Une Afrique qui a montré sa résilience. Et d'ailleurs, le baromètre Sian des leaders d'opinion en Afrique, édité par le Sian, indique que 71% de ces leaders d'opinion, oui, estiment que le continent surmontera rapidement la récession en 2020. La situation actuelle en 2021 est encore relativement contrastée, avec des foyers pandémiques à nouveau inquiétants, en particulier dans l'hémisphère austral, mais pas seulement, mais également de bonnes perspectives de croissance. Un chiffre simplement pour l'illustrer. La Côte d'Ivoire table aujourd'hui en 2021 sur 6,7% de croissance de son PIB, après un 1,8% notable en 2020. Je m'adresse à tous et chacun à votre tour, vous me direz quels sont dans vos domaines d'expertise les signaux que vous recevez ces derniers mois de vos clients, à la fois ceux qui sont déjà basés
sur place et ceux qui souhaiteraient y aller, c'est-à-dire ces bailleurs publics, ces investisseurs institutionnels, ces entreprises françaises et occidentales. Est-ce que les signaux que vous recevez reflètent cette promesse de reprise durable et c'est ça, des investissements sur le continent? Je vous propose de commencer avec vous, Maître Bailly, concernant notamment le nerf de la guerre, c'est-à-dire les capitaux. Pour 2 ou 3 ou 4 minutes, si vous voulez, quels sont les signaux que vous envoient vos clients aujourd'hui? Oui, je crois qu'effectivement, ce que vous venez de dire, Mériadec, est tout à fait juste dans la mesure où ce qui caractérise véritablement la dernière année et demie qui a été ô combien trouble pour les pays occidentaux, a été marqué par une résilience très très forte des activités et de l'activité en Afrique subsaharienne et en Afrique en règle générale. Je crois que pour cela, de mon point de vue, on s'inscrit dans une continuité avec une volonté des investisseurs et des financiers de continuer et de développer les projets et des investissements sur le continent africain. À titre d'exemple, m'en viennent quelques-uns dans les domaines des infrastructures de l'eau et du traitement de l'eau, sur des pays comme le Sénégal, où il y a eu un certain nombre d'opérations, en RDC également, où nous avons eu avec François la possibilité d'accompagner une ETI française sur un démarrage de projet sur des barrages hydrauliques. De la même manière, et en débordant le cadre des projets qu'on qualifierait d'infrastructure ou d'énergie, dont François pourra parler bien mieux que moi, des projets en fusion-acquisition d'investissement où on a pu voir des fonds de private equity être de plus en plus actifs sur le continent africain et orienter un certain nombre de poches des fonds qui ont été lancés, créés et souscrits sur le continent européen ou aux États-Unis, encore ou au UK, investir et réaliser et mettre en œuvre un certain nombre de projets sur le continent africain, sur des métiers tenant aux télécoms, à la santé, encore à la distribution, à l'agroalimentaire, tous ces secteurs que beaucoup de gouvernements des pays, en particulier de la zone de l'Afrique de l'Ouest, souhaitent promouvoir et développer plus avant encore afin de permettre le développement local des industries et de la transformation de produits et de s'associer ou en tout cas d'indiquer une volonté d'ouverture vers le privé et vers des partenariats publics-privés. Voilà, je pense que c'est un peu du point de vue des investissements ce qu'on peut dire en quelques mots de mon point de vue de conseil d'opérateur ou d'investisseur. Mériadec, je crois que votre micro est coupé. Voilà, ça y est, ça marche, je crois. Vous m'entendez? Ok, super. Je disais donc, de votre point de vue, Maître Bailly, vous notez une forte continuité en fait des investisseurs, de la stratégie des investisseurs. Finalement, l'année 2020 serait comme en quelque sorte une parenthèse, mais on va évidemment développer. Merci beaucoup. Maître Romain Berton, concernant plus particulièrement les projets d'envergure immobilière, quel est votre sentiment, vous qui donc accompagnez un certain nombre d'entreprises dans des secteurs très divers et plutôt dans le privé, si je ne dis pas de bêtises? Oui, moi, ce que je vois, je mettrais aussi en avant la continuité avec cette parenthèse dont vous parlez. Peut-être que cette parenthèse sera plus présente dans certains pays en 2021 qu'en 2020 en réalité. Et puis, je vois aussi, moi, deux choses importantes qui continuent. C'est le partenariat public-privé, mais peut-être dans une forme
qui n'est pas de la forme institutionnelle qu'on connaît, mais l'accueil par le public d'activités privées. Et je donnerai l'exemple de la stratégie du hub, de la plateforme africaine, parce que vous savez que l'Afrique, c'est 54 pays, et que pour aborder ces 54 pays, il est très difficile de s'y installer dans tous. Et donc, la stratégie de la plateforme, c'est s'installer dans un pays pour rayonner sur d'autres pays. Et donc, on va revenir, Romain Berton, on va revenir sur cette stratégie de plateforme plus tard. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux exemples intéressants au Maroc qui montrent comment dire, leur pérennité malgré la crise dans deux secteurs très opposés, dans le secteur tertiaire et dans le secteur industriel. Dans le secteur tertiaire, on voit l'implantation d'équipes transversales qui ont vocation à soutenir des équipes locales. Et ça, on le voit par exemple au Maroc avec Orange, qui a installé son siège social, un siège social régional au Maroc, et puis certaines banques françaises que je ne peux pas nommer malheureusement. Et ça montre bien la pérennité de cette plateforme et la pérennité de cette stratégie. Et puis moi, dans mon activité quotidienne, lorsqu'il y a une plateforme qui s'installe, il y a des besoins immobiliers. Et lorsque je parle de l'implantation de ces sièges sociaux régionaux, souvent à Casablanca Finance City, on pourra en parler tout à l'heure. On va en parler aussi, ouais. Ça génère nécessairement une demande immobilière en matière de bureaux et en matière d'habitation qui est un peu différente de celle que on a l'habitude de voir sur le marché. Et puis, à l'opposé, il y a un autre secteur aussi qu'il faut mettre en avant, qui est le secteur industriel dans cette stratégie de hub, puisque pour le Maroc, que je connais bien, il s'est positionné en tant que plateforme de production et d'exportation d'équipements et de véhicules automobiles. Et là, on voit aussi, je citais Orange, entreprise française internationale, je cite aussi là Renault, Saint-Gobain, PSA, Peugeot, Citroën, Fiat, etc., qui sont installés au Maroc et qui y sont installés comme une plateforme de production, puisque maintenant, en 2020, Renault a fabriqué 277 474 véhicules au Maroc contre 400 000 en France. Ça montre bien que c'est un élément qui prend beaucoup d'ampleur. Voilà. Si vous me permettez juste un mot, Rémi Rioux, le patron de l'Agence française du développement, se félicitait il y a quelques jours des investissements des grandes entreprises, mais il disait que si les PME et les ETI suivaient, ce serait encore mieux. Un mot là-dessus, juste Romain Berton ? Oui, enfin, là dans l'exemple, reprenons l'exemple de l'automobile, il y a des stratégies d'implantation avec ces plateformes d'un fabricant, enfin d'un assemblier maintenant, plutôt qu'un fabricant. Et cet assemblier, il a besoin d'un écosystème d'équipementiers automobiles qui, elles, sont pas forcément des grands groupes, mais qui peuvent être des PME et qui peuvent tout à fait suivre ce mouvement amorcé par ces grands assembliers, ces grands fabricants automobiles. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Romain Berton. On reviendra bien sûr sur ces sujets, en particulier le Maroc, une plateforme et un hub tout à l'heure. Maître François Versini-Campincky, dans la partie que vous connaissez plus particulièrement, qui est celle des énergies au sens large et évidemment des énergies renouvelables, parce que ce n'est plus une mode, c'est une véritable tendance de fond. Quel est un petit peu les signaux, sans trop entrer encore dans les détails, on y reviendra plus tard, mais quels sont les signaux envoyés par vos clients ou vos prospects ? Globalement, pour reprendre ce que disait à peu près Frédéric, ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, la crise sanitaire n'a pas véritablement affecté cette lame de fond des investissements et des projets qui se lancent sur ces questions-là. Les besoins en électrification, le développement de l'électrification s'inscrit dans le temps long. Les besoins sont extrêmement importants dans certains pays. Vous avez notamment dans les zones rurales des besoins couverts à peine 10 ou 15%. Donc il y a une très grande lame de fond qui se poursuit depuis plusieurs années. Certes, la crise Covid a pu décaler certains dossiers, certains projets, il y a eu des décalages. En revanche, encore une fois, la lame de fond n'a pas été affectée. La lame de fond qui répond à ces besoins énergétiques et des besoins en énergie durable, et on y reviendra plus particulièrement. Les pays poursuivent eux-mêmes leur politique de soutien, leur politique publique, entre guillemets. Quelques exemples là-dessus, le Bénin qui annonce en novembre 2020
le PONADER, la politique nationale de développement des énergies renouvelables pour la période 2020-2030 qui est lancée en novembre 2020. Au Burkina Faso, en février 2020, l'annonce de résultats d'appel d'offres sur un certain nombre de projets solaires. De nombreux projets en développement en Côte d'Ivoire également, de grandes centrales de plus de quelques dizaines de mégawatts. Au total, on doit être autour de 200 mégawatts qui doivent être construits en 2021 et 2022. Et par ailleurs, EDF qui a annoncé très récemment le bouclage du financement de la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest qui sera approvisionnée par des feuilles de palmier d'environ une cinquantaine de mégawatts. Le Mali également en 2021. Où ça, maître, le projet d'EDF, vous avez cité, je ne suis pas sûr le pays. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pardon. De kilomètres de la capitale. D'accord. Et au Mali, en 2021 également, des projets solaires réalisés dans le cadre de partenariats publics-privés. Donc, ça illustre bien que cette lame de fond qui dure depuis plusieurs années, qui s'est lancée au tournant 2000-2010, n'a été que très peu, n'a été à notre sens que peu affecté par la crise Covid et encore une fois il y a un décalage entre cette crise, alors, espérons qu'elle ne sera pas durable elle-même, entre cette crise pour l'instant un an qui dure depuis un an et demi et cette politique d'investissement. Il faut aussi noter que sur ces projets d'une relative envergure, les programmes d'investissement du côté des acteurs privés s'inscrivent aussi sur des programmes pluriannuels et donc certes peuvent être affectés à la marge mais ne sont pas remises en cause par la situation actuelle. Donc là aussi, nous sommes sur les stratégies de long terme et qui n'ont été que à minima impactées par ce choc systémique, mais que tout le monde espère aujourd'hui conjoncturel. Alors, je le disais tout à l'heure en début, le nerf de la guerre, ce sont les investissements, mais ce sont également les talents. Lina Fassi-Fihri, c'est votre domaine d'expertise. Pour le coup, s'il y a bien un sujet qui a été fortement impacté par la crise, c'est bien le sujet des hommes et des femmes pour fonctionner. Qu'en est-il du recrutement des talents, de la mobilité internationale? Un petit mot sur la situation, les signaux que vous envoie le terrain, et à la fois en Europe et en Afrique, puis on reviendra ensuite sur le fond du sujet, si vous le voulez bien. Oui, je voudrais d'abord revenir sur le constat que vous avez fait, qui est effectivement la résilience des entreprises en Afrique, et notamment au Maroc, où j'exerce donc le droit du travail. On a découvert ou redécouvert, en tout cas on a utilisé des aménagements qui étaient prévus par le Code du travail et qui ont permis de résister à cette crise, notamment je pense à la diminution du temps de travail, et donc à la diminution des salaires au prorata, mais avec une mise en œuvre assez aisée. Donc évidemment, beaucoup de mes clients ont utilisé cet aménagement et ont compris finalement que le cadre juridique était quand même assez pertinent en cette période souple, en cette période de crise. Ensuite, dans la pratique, on a vraiment vu que les entreprises ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, bien sûr en fonction des secteurs. Je cite par exemple celui de l'offshoring, où il y a vraiment tous les grands acteurs européens, notamment les centres d'appel. Par exemple, en 2 jours, les plateformes physiques de chaque collaborateur ont été installées à leur domicile, et en sachant que les plateaux comptent quand même plusieurs centaines de collaborateurs. Donc, ça a été assez incroyable comme opération, mais ça s'est vraiment fait en 2 jours, et ils ont fait des chiffres aussi, enfin, les plus importants de ces dernières années. Ou encore dans le secteur automobile, qui effectivement a subi un coup d'arrêt, mais qui a repris quelques mois après, en tout cas en Europe. Et au moment où le Maroc était, lui, au plus fort de la première vague, on a quand même vu au Maroc les opérateurs mettre en place des roulements de salariés et des tests de dépistage massifs avec une efficacité quand même qui a été assez redoutable. Donc, en fait, ce que me disent là les clients, enfin nos clients et les prospects, c'est que pour eux, effectivement, l'Afrique sait faire. Elle a démontré qu'elle n'a pas été du tout démunie face à la crise et que, effectivement, c'est un continent sur lequel il faut miser. Ce qui est clair aussi, c'est que c'est un continent qui a l'habitude des crises violentes, multiformes, et donc qui a cette capacité, cette faculté d'adaptation permanente. Lina? Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est dans l'ADN des talents des gens.
Oui, oui, exactement. En fait, on a un cadre juridique qui est parfois, qui est souple et donc qui effectivement permet de rebondir en temps de crise. Et comme vous le disiez, c'est vrai que nous sommes malheureusement des pays où il y a eu des problématiques et donc c'est dans l'ADN effectivement de certains peuples d'avoir une grande capacité d'adaptation, ce qu'on appelle le système D, mais qui finalement s'est avéré très utile en cette période de crise. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je crois qu'on est directement plongé dans la réalité du business africain. Je vous propose maintenant de rentrer peut-être dans un point important, cette approche, vous l'avez déjà plus ou moins dit, Frédéric Bailly et Romain Berton, la nécessité ou l'intérêt plutôt, quand on s'intéresse à l'Afrique, d'avoir une approche globale, ce que Maître Bailly appelle une approche panafricaine. La semaine dernière, au Forum Afrique à Paris, Reda Datir, qui est le patron du Conseil national économique et social environnemental algérien, a déclaré la chose suivante qui m'a frappé. Il a dit « L'Afrique a tous les atouts pour capter les opportunités de stratégie de relocalisation des grandes entreprises et nouer des alliances avec elles. » Donc, on voit bien que l'Afrique se positionne elle aussi de manière globale. Maître Bailly, vous prenez auprès de vos clients cette stratégie que vous avez vous-même mis en œuvre dans votre cabinet. Qu'entendez-vous par une approche panafricaine et quels sont finalement les facteurs qui plaident aujourd'hui en ce sens? Vous avez largement de quoi développer. Je vous propose on a 7-8 minutes ensemble et on peut relancer. Hein. D'accord. Oui, alors la stratégie panafricaine, en fait, pour nous, elle se mesure à l'aune du développement et de la volonté de développement du cabinet. Donc, comme vous l'avez dit, Mériadec, alors, excusez-moi, Maître Bailly, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous pouvez parler plus près du micro. Oui. Je me rapproche un peu du micro, ce sera Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Je disais donc que la stratégie panafricaine, en fait, notre cabinet a réfléchi à la mise en œuvre d'une stratégie de développement depuis de nombreuses années, qui est orientée sur plusieurs continents et au fin d'adresser une clientèle qui regarde les différents continents et les différentes zones d'activité économique. Et donc, pour ce faire, lorsque nous avons réfléchi à l'Afrique et à l'implantation que nous pourrions avoir et au rôle que nous pourrions avoir en Afrique, l'idée était de créer des passerelles entre les différents secteurs et les différentes géographies mondiales, que ce soit asiatique, moyen-orientale, française ou européenne, à destination de l'Afrique. Et donc, d'avoir une approche je dirais, stratégique des enjeux de développement pour la clientèle que nous servons, ayant pour objectif de dire que la volonté est d'arriver à servir des projets ou des opérations ou des prestations juridiques sur le continent africain de telle sorte que je dirais qu'on arrive à développer et à créer un climat de confiance et de connaissance des marchés locaux pour pouvoir servir au mieux les intérêts de la clientèle. Et ça, quand on fait le parallèle de cette stratégie et de ce développement donc, qui nous a conduit il y a de nombreuses années maintenant à l'ouverture des bureaux d'Alger, de Casa et un peu plus récemment, puisque c'était il y a 5 ans et demi maintenant, au Cameroun, la volonté était clairement celle-là. Et donc, quand on fait le parallèle de cela avec l'implantation d'entreprises, que ce soit de grandes entreprises, mais encore plus peut-être de PME ou d'ETI, qui était l'une des thématiques abordées lors de la conférence du 1er juillet, l'idée est clairement de dire qu'il y a des possibilités et que ces possibilités, il y a les moyens de les exploiter, de les mettre en œuvre pour que l'Afrique puisse se développer et accueillir des investisseurs et des créations d'entreprises et de la mise en œuvre d'un tissu industriel et économique, ce qu'on a appelé les écosystèmes, en interdépendance, mais sur une stratégie panafricaine.
je pense que Romain, je pense, pourra élaborer encore un peu plus sur ce sujet. Oui. Allez-y. Oui, juste un mot sur, et après je vais passer la parole à Romain, mais Berton, mais juste un mot sur cet axe de développement du cabinet. Vous dites qu'en réalité, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes tangent d'un axe, de l'axe de la zone OHADA. Vous pouvez dire juste un mot sur cette cohérence juridique en réalité de cette grande zone qui permet effectivement peut-être aux entreprises de se positionner. Oui, tout à fait. Alors, le droit OHADA est un système juridique unifié qui couvre les grands pans du droit des affaires, du code de commerce, code des droits des sociétés, jusqu'aux procédures collectives, en espérant bien évidemment de ne pas y arriver, et qui est un système de codification unifiée des lois cadres qui sont applicables aux pays qui sont membres de l'OHADA et donc qui permettent d'avoir une vision entre guillemets unique d'un système juridique qui lui est appliqué localement. Et donc, lorsque nous travaillons sur une opération qui sera multi-pays en Afrique de l'Ouest, par exemple, comme ça a pu être le cas relativement récemment entre le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le système de référence et le système juridique de référence est identique et on fait référence au même principe et à la même manière d'envisager le droit, mais qui est interprété et appliqué localement suivant les pays et suivant les relations nouées entre les partenaires privés et les autorités administratives et autorités publiques. Merci beaucoup, Maître Bailly. Alors justement, Romain Berton, vous qui êtes qui pratiquez localement depuis Casablanca, vous m'avez dit en préparant cette conférence qu'il y a un point important, c'est que il faut être sur place pour connaître les lois, et même quand on est sur place, il y a des subtilités. Vous m'avez raconté le cas d'une loi qui n'avait pas été publiée, dont vous avez découvert l'existence parce que vous étiez sur place avec vos relations. Un mot, une minute sur cette. On reviendra ensuite plus loin avec vous. Un mot sur l'intérêt d'être à la fois local et de bénéficier évidemment d'une marque internationale. Oui, prenons l'exemple de cette anecdote où on est dans un territoire africain où la qualité de l'information, l'accès à une information de qualité est très compliqué. Et il faut être international, et je pourrais développer ça, mais il faut être aussi local. Il faut les deux jambes. Être local, ça veut dire avoir un accès à l'information de qualité qui permette de donner un conseil juridique qui soit précis. Il y a quelques années, on devait faire un contrat d'agent commercial dans un pays d'Afrique subsaharienne et on s'est aperçu que sans avoir nos relais locaux pour accéder à l'information, nous n'aurions pas accédé à une loi dont on m'a dit qu'elle était publiée, mais dont on m'a dit qu'elle n'avait pas été transmise par bulletin officiel et qu'elle existait dans un tiroir d'un ministère et que pourtant elle était applicable. Et donc on est dans un monde où il faut, pour donner un conseil qui soit précis, détaillé, il faut absolument être local, avoir une connaissance locale sans laquelle on passe à côté d'un certain nombre d'informations. Et avec la capacité, bien sûr, d'un cabinet comme le vôtre à parler à des grandes entreprises et d'être tout à fait, d'être dans le cadre du fonctionnement des grandes entreprises internationales. On reviendra plus tard, bien sûr, sur cet aspect. Troisième point sur lequel nous souhaitions faire un focus, ce sont rentrons dans le très concret, on en a parlé un peu tout à l'heure, les opportunités offertes par les grands projets d'infrastructures énergétiques en particulier, qui est le domaine d'expertise de maître François Versini-Campincky. En 20 ans, la population africaine a doublé, on est passé à peu près de 800 à 1,4 milliard d'habitants. En 20 ans également, le PIB africain a été multiplié par 3, et cette réalité exige évidemment en particulier le développement d'infrastructures de production et distribution de l'énergie
qui sont dans certains pays notoirement insuffisantes. Maître Versini-Campincky, aujourd'hui, les énergies renouvelables tiennent la corde. L'hydraulique, le solaire, l'éolien, la biomasse tout à l'heure, vous en avez parlé tout à l'heure. Je crois que deux tendances sont à l'œuvre, à la fois des très grands projets qui restent évidemment pilotés par les États, voire même en lien avec des organisations internationales, mais également de plus petits projets, voire des micro-projets déconcentrés. Évidemment deux approches différentes. Expliquez-nous un petit peu aujourd'hui quel est le paysage de ces opportunités en matière d'infrastructures, spécifiquement dans le domaine de l'énergie renouvelable. Mais concrètement, on l'a dit tout à l'heure, 5 à 6 minutes. Les besoins en matière énergétique sont très importants dans certains pays, avec des disparités très fortes entre notamment les zones urbaines et les zones rurales. Et les États se sont lancés dans des besoins d'électrification, puisque l'électrification, de la même manière que les infrastructures routières, sont à la base du développement économique. Donc de grands programmes de développement se sont lancés, et ils se sont conjugués avec un objectif d'assurer une croissance décarbonée, en tout cas. Alors pas en totalité. La majorité des besoins énergétiques sont encore couverts par des énergies fossiles sur le continent d'une manière générale, avec évidemment des disparités par pays, mais la volonté a été claire d'assurer un développement décarboné pour une partie de ce développement. Concrètement, vous l'évoquez sur les deux stratégies qui sont à l'œuvre, une qui est très visible et dont on a déjà parlé tout à l'heure, celle qui est clairement pilotée par l'État, par les grandes entreprises, les grands monopoles énergétiques, puisque dans tous les pays, on retrouve on va dire un EDF local, mais qui est encore en situation monopolistique. Aucun pays, à ma connaissance, ou presque, n'a libéralisé entièrement son secteur. On en est encore assez loin, même si on a des tendances, et on y reviendra, qui pourraient permettre d'y parvenir, en tout cas qui conduisent sur ce chemin-là. Donc ces grands projets énergétiques sont effectivement pilotés par les États, ont vocation à approvisionner les réseaux publics, sont lancés par des appels d'offres qui mettent en concurrence les grands groupes internationaux. On pense évidemment pour les acteurs français qu'on connaît le mieux, Engie ou EDF par exemple. On peut évoquer ici les grands projets solaires marocains, Nour Midelt, les très grandes centrales solaires de plusieurs centaines de mégawatts, les grands ouvrages hydroélectriques au Cameroun, en RDC ou au Congo, évidemment, qui a un approvisionnement hydroélectrique très important. J'ai évoqué tout à l'heure la centrale biomasse en Côte d'Ivoire, mais également de nombreuses centrales solaires dans ce pays. Globalement, ces grands projets énergétiques sont effectivement pilotés, à la fois financés par des bailleurs internationaux, soutenus par des banques, évidemment financées par des banques internationales. Globalement, cette première partie de ce développement qui existe depuis 10, quinzaine, vingtaine d'années, aujourd'hui se double d'une deuxième qui est plus spécifique, qui est celle d'un développement plus déconcentré de l'énergie à l'échelle d'entreprises de taille plus modeste, donc mais qui ont vocation à permettre à la fois ce développement énergétique global et également un développement décarboné. On pense ici aux derniers appels d'offres qui ont été annoncés au Maroc, qui ont justement pour but de stimuler un marché local avec des centrales de moins d'une dizaine, entre 5 et 20 mégawatts, avec un schéma qui consiste non plus à approvisionner le réseau public, mais à avoir un partenaire économique, un consommateur, c'est-à-dire que les candidats doivent trouver des consommateurs, alors qu'ils peuvent être d'ailleurs listés sur des listes que le ministère fournit. Et c'est une sorte, alors c'est le développement ici de ce qu'on voit en Europe depuis quelques années, qu'on voit aux États-Unis depuis plus longtemps que ça, ce qu'on appelle les CPPA, les Corporate PPA, les Corporate Power Purchase Agreement, les contrats d'achat privés qui mettent donc en relation un producteur et un consommateur. L'un des principaux enjeux du Corporate PPA, et c'est une des grandes questions qui est ici de la même manière que ce qu'on a, les mêmes problématiques qu'on retrouve en Europe, et notamment en France, est évidemment d'assurer la bancabilité de ces projets, puisque l'idée est que le consommateur n'ait pas à financer la centrale dans ces projets, même à une échelle plus réduite, ce sont des projets qui sont lourds en termes d'investissement. L'objectif étant que ce soit le producteur qui assure ce financement, qui est amorti par la consommation de l'usine ou de l'entreprise qui utilise l'électricité qui va être produite. C'est également dans le même esprit. Un tout petit dernier mot.
Allez-y, allez-y. Dans le même esprit, le développement de l'autoconsommation, avec dans un certain nombre de pays des lois qui cherchent à promouvoir ces systèmes donc très déconcentrés qui mettent en relation directe producteurs-consommateurs. Le Sénégal depuis 2010 le prévoit, la Côte d'Ivoire depuis 2014, le Burkina Faso dans sa loi de 2017, le Togo en 2018 et le Bénin dans son code de l'électricité de 2020 cherche à promouvoir, autorise l'autoconsommation, puisque c'est une forme de production déconcentrée qui échappe donc au monopole des entreprises d'État, et qui là encore, l'un des principaux nerfs de la guerre est d'assurer encore une fois la bancabilité de ces projets, puisque un producteur va, selon des fonctionnements qu'on a déjà eu l'occasion de mettre en œuvre, notamment au Sénégal, un producteur, un loueur va mettre à disposition la centrale à un consommateur qui ne va pas payer pour la totalité de l'investissement, mais qui en revanche va verser un loyer, une redevance, qui servira à amortir la centrale sur une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et évidemment, ici, on a participé éventuellement à des négociations sur ces contrats qui sont essentiels pour la bancabilité de ces projets. Merci beaucoup pour cette tranche, cette expertise très rapide sur un sujet majeur, et on comprend bien qu'il y a une véritable opportunité, en particulier pour les développements de ces projets privés. Mais en réalité, vous m'avez, dans votre conclusion, fourni la transition, puisque finalement, le problème du financement est le même, sans doute, Romain Berton, Maître Berton, dans les problématiques de projets immobiliers. Vous êtes, vous, un spécialiste de la technique du partage de la valeur dans ces projets, une technique qui a plusieurs atouts, et en particulier qui permet, entre guillemets, de mieux maîtriser le risque. Mais je vous laisse développer cette technique qui permet aujourd'hui de s'implanter et de mettre en œuvre des projets immobiliers. Oui, deux idées. La première, c'est que l'immobilier concentre une grande valeur économique, et c'est la raison pour laquelle on l'envisage au cabinet en tant que tel. C'est un métier en tant que tel, l'immobilier. S'ajoute à cela la complexité qu'il peut y avoir dans des opérations immobilières de maîtrise du foncier, de conception, construction de l'objet immobilier. Donc c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de valeur, et c'est un endroit qu'on retrouve dans la plupart des investissements, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les bureaux, etc., etc. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit poindre comme phénomène dans certains sujets que nous avons, c'est le thème du partage de la valeur, qui est une conséquence d'une réalité économique de l'immobilier. Alors, je m'explique. Vous savez on parle beaucoup de développement durable, de partage de la valeur, de colocalisation, de faire en sorte que l'investisseur international partage aussi la valeur de l'investissement qu'il réalise. Et l'immobilier, c'est un endroit dans lequel on voit ce phénomène être transcrit. On voit un double phénomène dans ce sujet. Le premier, c'est un souhait des acteurs locaux de devenir propriétaires. Pourquoi ? Parce que la pierre, le terrain sont des valeurs refuge à long terme. On place dans l'immobilier plutôt qu'à la banque ou dans d'autres domaines de l'économie. Et tirer une valeur de l'immobilier n'est pas forcément lié à l'espoir de plus-value, à la spéculation qu'on peut faire sur un terrain, mais aussi à l'exploitation par location. Et puis du côté des exploitants, et là c'est plutôt des exploitants internationaux, des investisseurs internationaux, on voit une prévention à acquérir des immeubles, des fonciers pour accueillir l'exploitation de leur entreprise. Et donc ça, c'est un mouvement intéressant, puisque ça veut dire que pourquoi cette prévention ? Parce que c'est cher à l'achat, c'est compliqué à acquérir, c'est pas forcément un investissement sûr du côté d'un investisseur international. C'est risqué de construire, c'est compliqué à la revente, ça ne génère pas forcément une plus-value, ça alourdit les comptes, et puis ça immobilise du capital qui n'est pas investi dans l'exploitation. Et donc ces deux tendances se rencontrent dans l'immobilier que l'on voit dans plusieurs dossiers subsahariens, et donc on voit des investisseurs locaux qui sont capables d'acquérir le terrain, de construire pour les besoins d'un exploitant, et l'exploitant investisseur étranger qui est très heureux que l'on puisse construire pour lui un immeuble, et qui est très content de le louer plutôt que de le détenir. Et donc ça se traduit comment dans notre activité ? Ça se traduit par exemple
par un contrat qui s'appelle le BEFA, le bail en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire que je suis propriétaire local, je construis pour les besoins je suis propriétaire local, par exemple, la zone franche, la zone d'accélération industrielle de Tangemed, je construis pour les besoins de Renault. Renault me prend en location le local et se dégage d'un certain nombre de risques. Merci beaucoup, Romain Berton, pour cet exemple en fait de technicité en matière de projet immobilier. Juste un dernier mot, puisqu'il vous reste à votre crédit 1 minute, donc profitons-en. Cette technique est transversale, je veux dire, quel que soit le secteur d'activité dans le privé, on peut la mettre en œuvre. On l'a mis en œuvre dans les dossiers que l'on traite, en matière de santé, en matière de cliniques privées, en matière d'hôtellerie, en matière d'industrie automobile. C'est un sujet qui est effectivement tout à fait transversal et qui permet de bien maîtriser les risques. Chacun se concentre sur son métier, chacun en tire les bénéfices, mais chacun garde les risques qu'il sait maîtriser, le risque d'exploitation pour l'investisseur étranger, le risque immobilier pour l'investisseur local. Merci beaucoup, Romain Berton. Lors du forum africain, Emmanuel Gaudret, qui est managing partner chez Deloitte pour l'Afrique francophone, a confirmé qu'effectivement, ce que disait maître Lina Fassifiri, c'est qu'évidemment, le Covid a eu quand même un impact sur les modèles de travail en Afrique. Et il a dit cette chose, ces modèles de travail qui restent à réinventer. Le patron d'Orange, de la nouvelle filiale d'Orange en Afrique, qui s'intitule Orange Middle East et Africa, a donné ce chiffre intéressant. Il a dit 250 millions d'emplois en Afrique subsaharienne vont devoir se transformer dans les années qui viennent pour répondre à la vague de numérisation de l'économie. Maître Fassifiri, vous qui êtes une experte des problématiques de ressources humaines, donc il y a évidemment les emplois locaux, vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui ont été impactés par le Covid. Il y a également, j'imagine, la mobilité internationale des cadres. On a l'impression d'assister à deux tendances qui sont un peu paradoxales. C'est que, d'une part, on sait que depuis ces dernières années, l'expatriation était coûteuse et a été quand même relativement freinée par les grandes entreprises. Et en même temps, aujourd'hui, avec les problématiques de déplacement qui sont compliquées, j'imagine que c'est une sécurité pour les grandes entreprises d'avoir des hommes clés sur place localement. On voit que l'implantation reprend du poil de la bête. Quels besoins expriment aujourd'hui vos clients? Quelles solutions émergent aujourd'hui pour les grands groupes internationaux? Maître Fassifiri, pour 6-7 minutes, puisque Romain vous en a accordé généreusement une. Voilà. Oui. En même temps, c'est vrai que c'est paradoxal, et puis c'est vrai aussi que l'activité va plus vite que le droit, parce que finalement, on rencontre quand même des difficultés que je détaillerai dans quelques minutes. Donc oui, les entreprises souhaitent réduire les coûts. Donc le portage salarial, par exemple, coûte cher. Les expatriations avaient déjà diminué. C'était une tendance qui se maintient avec les difficultés de déplacement, les craintes des salariés de se retrouver bloqués ou éloignés de leur famille. Et en même temps, oui, des besoins d'investissement et d'avoir des compétences sur place. Donc, il y a aussi une autre tendance, c'est le recrutement local de compétences ou de binationaux qui souhaitent revenir dans leur pays d'origine après avoir travaillé dans la structure en Europe ou par exemple au Moyen-Orient, à Dubaï, et qui veulent revenir. Et il y a aussi une tendance donc à la rationalisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus un country manager, mais plutôt maintenant un regional manager qui va gérer une région, alors soit en télétravail avec des déplacements dans les pays qu'il gère. Donc voilà, l'installation après d'un regional manager, ça semble facile à mettre en place juridiquement, mais en réalité, c'est plus complexe parce que ça entraîne des problématiques juridiques. D'ailleurs, on a une smart offre mobilité internationale au sein de notre desk Afrique, parce que c'est vraiment un sujet qui lie donc la fiscalité et les problèmes juridiques.
Donc, il y a plusieurs sujets que l'on gère généralement quand on a une problématique de mobilité internationale. Donc, le premier, c'est l'entrée sur le territoire du pays et le séjour. Donc, pour les binationaux, généralement, il n'y a pas de souci, mais il se peut que ce soit une autre nationalité, donc européenne ou africaine. Et donc, excepté le cas où il existe des conventions entre les pays, il faut une autorisation de travail pour tous les étrangers qui souhaitent, par exemple, s'installer au Maroc. Et le télétravail n'a pas été pris en compte dans la réglementation sur l'immigration. Donc, en fait, on a besoin quand même d'un contrat de travail avec une entité locale. Le deuxième sujet, c'est l'application de la loi locale à son contrat de travail. Donc, en fait, il faut bien comprendre que la loi, l'exécution de son contrat de travail va suivre la législation du travail du pays. Et donc, ça aura une incidence, par exemple, sur la durée hebdomadaire du travail. Par exemple, au Maroc, c'est 44 heures. Le nombre de jours de congés payés, les conditions de rupture du contrat de travail. Donc, ce sont des problèmes qu'il faut aborder, donc contractuellement, mais en tout cas, il faut que le salarié soit évidemment informé. Un autre sujet qui est assez épineux, c'est la fiscalité, donc pour le salarié, c'est la fiscalité personnelle, mais aussi ça aura des incidences pour la société qui va devoir faire des retenues à la source, payer les cotisations patronales. Donc tout ça, ce sont des aspects qu'il faut évidemment anticiper. Et les aspects de résidence fiscale du salarié qui va évidemment changer. Donc, en fonction de la durée de son séjour, du lieu d'exercice vraiment de son activité, de où se trouve sa famille. Donc, tous ces éléments, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, là, nous avons analysé pour un grand groupe français le cas d'un ressortissant burkinabé, mais qui devait être employé par une entreprise, une société basée au Maroc, donc de droit marocain, mais qui allait exercer principalement en Côte d'Ivoire. Donc, tous ces aspects ont dû être gérés avant son installation. Et puis aussi d'autres sujets, le sujet sécurité sociale qui est aussi très important pour les salariés. Donc, il faut les informer des alternatives comme la Caisse des Français à l'étranger, la CFE, ou prendre en charge des assurances complémentaires. Un autre sujet aussi que l'on oublie, mais qui est évidemment important, c'est le sujet, les problématiques de versement du salaire dans une monnaie, par exemple, qui n'est pas convertible. Donc, il y a des problématiques de réglementation d'échange. Généralement, les salariés ont des charges, par exemple, dans d'autres pays, et donc, il faut bien qu'ils puissent payer ces charges. Donc, on voit bien que installer un regional manager ou en tout cas des sujets de mobilité implique un grand nombre de problématiques qu'il faut évidemment bien anticiper parce que le salarié doit travailler dans de bonnes conditions pour pouvoir mener à bien le projet d'investissement. Donc, si je résume, en fait, la mobilité internationale sur le continent africain, mais j'imagine que c'est aussi vrai ailleurs, reste un sujet, alors on peut le dire, soit positivement, soit négativement, complexe ou alors subtil. Et donc, il faut évidemment faire attention, être très vigilant au droit au pluriel. Merci beaucoup, Maître Lina Fassi. On va rester avec vous et Romain Berton, si vous le voulez bien. Il nous reste environ une dizaine de minutes, un peu plus, 12 minutes. Ce que je vous propose, c'est maintenant de focaliser de nous arrêter sur deux cas, deux marchés, deux pays qui sont évidemment important dans la stratégie de développement du cabinet, mais également dans la stratégie de développement des investissements français, européens et français surtout en Afrique. Je veux parler alors du Maroc, qui est un des premiers pays d'accueil des investissements français sur le continent. Et on traitera tout à l'heure, si vous le voulez bien, ensuite du cas algérien, qui lui est un peu particulier. Et justement, on s'y arrêtera quelques minutes. À propos du Maroc, vous dites, Maître Lina Fassi et Maître Berton, que le Maroc est un véritable hub pour l'Afrique à la fois et une place de droit, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire, on peut y sécuriser des investissements par la technicité et la stabilité du droit, et à la fois, depuis le Maroc, on peut aujourd'hui s'élancer facilement à l'assaut ou à la conquête du continent africain, ou en tout cas
pour commencer, de la partie de l'Afrique de l'Ouest. Cela fait évidemment plusieurs années que cette stratégie de hub est mise en œuvre par un royaume chérifien qui se caractérise, lui, plutôt par la stabilité de sa gouvernance, qui évidemment aide en matière de stratégie. Évidemment, il y a des choses visibles comme la manière dont la Royal Air Maroc s'est développée en Afrique et dessert l'Afrique, non pas depuis Paris, mais depuis Casablanca et Rabat. On peut aussi parler des banques marocaines. J'en cite une seule parce qu'elle est connue, Jarif Wafa Bank, pardon, je vais y arriver, qui effectivement se déploie sur le continent marocain. Maître Lina Fassifiri, on a évoqué tout à l'heure la nouvelle filiale d'Orange qui s'est installée, je crois, en janvier 2020 dernier à Casablanca. Quels sont les atouts du Maroc en matière de ressources humaines pour être un point d'appui pour la mobilité sur le continent? Un mot du vivier en fait des talents marocains. Il y a une époque où on disait que le Maroc avait des top managers de grande qualité, mais manquait un peu de cadres intermédiaires. Voilà, quels sont aujourd'hui les atouts du Maroc en matière de talent? Oui. Oui, le Maroc se positionne réellement comme un point d'ancrage pour les sociétés qui veulent avoir une activité africaine, et ce pour plusieurs raisons. Vous en avez évoqué certaines. D'abord, sa stabilité politique. Bon, le printemps arabe, ça commence à dater, mais quand même, c'est un pays qui a traversé cette grosse crise plutôt sans encombre. Ensuite, la gestion de la crise Covid qui a quand même été saluée partout. On en est à plus de 10 millions de Marocains vaccinés. Il y a aussi une visibilité en termes de fiscalité, de cadre juridique. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus difficile, on en parlait avec Romain tout à l'heure, il faut vraiment avoir un ancrage local pour ensuite comprendre la doctrine parfois fiscale et pour vraiment avoir un accès à l'information juridique fiable. Mais les lois dans les principaux sujets existent, en tout cas au Maroc. Par exemple, je cite la loi numéro 0908, qui est la loi sur la protection des données, puisque c'est mon autre domaine d'expertise. C'est quand même une loi qui existe depuis 2009, donc elle a le mérite d'exister. Certes, elle n'est peut-être pas aussi complexe que le RGPD, mais on va dire que les principaux les principes fondamentaux du RGPD existent déjà dans la loi 0908. Donc, on a quand même un cadre juridique au Maroc qui est assez rassurant pour des investisseurs. Ensuite, alors, sur ce vivier de talent, un mot, Lina Fassifiri. Oui, alors le vivier de talent, c'est vrai qu'en termes de formation, on a d'abord une vraie stratégie de formation sur les cadres et les employés dans des secteurs qu'on a identifiés comme étant des secteurs où le Maroc devait se positionner, donc dans l'automobile, dans le secteur automobile, dans le secteur aéronautique. Et maintenant, on peut citer le secteur pharmaceutique et en biotechnologie. Donc, c'est-à-dire qu'on anticipe et on forme. Et donc, il y a une vraie stratégie de formation. Et puis, dans tous les domaines dans la formation des ingénieurs, par exemple, on a vraiment des ingénieurs de qualité. C'est même devenu un problème puisqu'ils sont régulièrement chassés et on assiste à une fuite des cerveaux qui est souvent décriée par les fédérations professionnelles. Mais ça confirme effectivement l'avantage du Maroc. Donc, on a un vrai vivier de cadres. On a d'abord toutes les universités, on a énormément d'universités, on a Centrale, on a Dauphine qui se sont installées, le M Lyon. Donc, on a un vrai vivier de compétences qui sont déjà là ou qui sont en devenir. Et quand vous expliquiez le gap, effectivement, les managers sont peut-être talentueux, mais un gap peut-être dans le middle management, c'est aussi une approche qui est en train d'être lissée. Donc, on voit de plus en plus ce middle management aussi être en train d'être formé. Donc, s'implanter au Maroc pour y installer, oui, recruter, c'est une bonne stratégie si on veut rayonner ensuite sur l'Afrique. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les ressources humaines. Maître Berton, même question, mais dans votre partie, qu'en est-il de la sophistication justement et de la stabilité du droit en matière dans le domaine un des domaines de vos expertises, à savoir l'immobilier bien sûr, et puis peut-être un mot aussi de la stratégie marocaine d'implantation de zones, de ces fameuses zones offshore qui permettent un certain nombre d'avantages aux investisseurs pour ensuite se déployer en quelques minutes. Oui, peut-être un petit mot sur l'immobilier et
Et le fait de rendre l'immobilier vivant, enfin je m'explique parce que on voit dans certains pays des lois qui permettent de favoriser, plutôt de défavoriser l'immobilier immobile, l'immobilier qui ne produit pas, l'immobilier qui dort, l'immobilier qui attend que la valeur monte, l'immobilier, la mauvaise spéculation, la mauvaise spéculation. Et ce qu'on voit dans dans plusieurs pays, dans plusieurs de nos dossiers, ce qui irrigue beaucoup de nos sujets, c'est ces lois qui permettent à l'immobilier de vivre, c'est-à-dire qui permettent d'avoir des incitations à le faire vivre. Par exemple, vous avez des incitations fiscales, la taxe sur les propriétés non bâties, qui pousse les propriétaires à faire quelque chose de leurs biens, à les construire. Vous avez par exemple les obligations de valorisation qui pèsent sur les acquéreurs de biens des domaines privés de l'État. L'État vend un terrain à un acquéreur à un prix faible, à condition quand même que l'acquéreur construise un immeuble dans lequel il y aura une exploitation économique, et qui permettra de faire des emplois, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant, qu'on voit irriguer la plupart de nos dossiers. Merci beaucoup. Alors, en fait, peut-être on va pas parler des zones offshore parce que c'est quelque chose qui est très connu et on va peut-être avancer, si vous le voulez bien, pour pouvoir quand même consacrer 5 minutes au sujet algérien. Juste un petit mot parce que j'ai l'impression d'avoir coupé un peu trop vite la parole à Maître Versini-Campinki. Alors, pour me rattraper juste d'un mot sur le sujet RH et les énergies renouvelables, il y a des talents aujourd'hui au Maroc que l'on peut utiliser pour rester sur le sujet marocain, en 1 minute, s'il vous plaît, Maître Campinki, peut-être un petit regard là-dessus. Alors, sur le sujet RH, je pense que Lina pourrait en parler plus que moi. Très clairement, le développement des projets aujourd'hui, en tout cas de ce que je constate, ne se passe pas sans relais locaux indispensables, à la fois sur les aspects fonciers, sur les aspects construction, évidemment. Les équipes, donc les clients que nous accompagnons depuis l'étranger ont quelques équipes, ont un encadrement qui peut provenir de leurs propres équipes, mais les relais locaux sont absolument indispensables. Et concrètement, cette synergie fonctionne assez bien. Excellent, merci beaucoup. Donc l'Algérie, je le disais, un sujet compliqué. Cette semaine, on attend la nomination d'un nouveau gouvernement puisque le Premier ministre a été nommé la semaine dernière. Ce Premier ministre, qui est l'ancien ministre des Finances, celui sous l'égide duquel a été publié le décret du, je crois, 21 avril, enfin, qui date d'avril dernier, et qui libéralise la fameuse règle des 51-49%, c'est-à-dire l'obligation, la contrainte pour les investisseurs étrangers de ne prendre dans une entreprise que 49% des parts et de laisser 51% des parts à une entreprise algérienne. Maître Bailly, vous qui connaissez bien ce pays, vous y avez travaillé depuis longtemps, ce pays qui n'en finit pas de se réformer sur le plan institutionnel, qu'en est-il exactement de cette libération? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Clairement, peut-être en introduction sur le propos algérien, je pense que ce qui est intéressant de voir avec les dernières évolutions de la réglementation algérienne, c'est qu'en fait, ça marque une volonté d'aller vers un développement économique plus fort en attirant des capitaux étrangers et des investisseurs étrangers. Donc, la règle du 51-49 est une règle qui était décriée, critiquée par bon nombre et énormément d'investisseurs, d'où qu'ils venaient, que ce soit d'Asie, d'Hong Kong, de Chine, du Japon et bien évidemment de France et d'Europe. Et aujourd'hui, on arrive à une situation dans laquelle l'État algérien rentre dans cette logique de défaire ou en tout cas de modifier les orientations en permettant à des investisseurs étrangers de détenir l'intégralité du capital de sociétés implantées sur le territoire algérien. Alors cette réforme, elle est ô combien importante puisqu'elle vise d'une part effectivement la fin de la règle du 49-51, mais également la définition des secteurs stratégiques et une limitation du nombre de secteurs stratégiques.
qui permettront effectivement à des pans entiers de l'économie, je dirais pas d'échapper au contrôle étatique ou au contrôle d'une économie dirigée comme on peut qualifier l'économie algérienne, mais en tout état de cause de permettre des avancées significatives et très probablement rapides sur le territoire algérien. Un dernier sujet a une importance toute particulière en Algérie et qui est un sujet qui est sur la table depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est la question du contrôle d'échange et donc de la capacité des entreprises algériennes de distribuer des dividendes et de sortir, entre guillemets, de l'argent ou des profits ou des revenus du territoire algérien. Et donc là, on est clairement dans des sujets qui sont structurants pour l'avenir de l'investissement et dans lesquels on voit et on perçoit la volonté de l'État algérien de marquer et de faire un pas en avant vers un développement d'écosystèmes. Alors, je vais donner quelques exemples. Et on parlait tout à l'heure du développement et de la digitalisation. Un sujet dont on parle assez régulièrement pour l'Afrique, c'est le secteur des télécoms. On sait que le continent africain est passé, entre guillemets, directement à la 4G, ou quasiment. Or, aujourd'hui, se pose un certain nombre de problématiques qui sont l'accès aux données, à tout ce qui est le data et le big data. Et on voit clairement, notamment en Algérie, une volonté de développer des infrastructures de collecte et de sauvegarde de données, que ce soit voix ou data, dont l'objectif est bien évidemment de servir le marché algérien, mais également de servir le continent africain. Et donc on voit là clairement une volonté d'avancer. Le deuxième point sur lequel on voit également des évolutions, c'est sur celui de la structuration des investissements. Et là, on voit se développer des schémas d'investissement que je qualifierais de multiples et diversifiés qui renvoient au principe classique en matière d'investissement, qui est celui, une fois, je dirais, l'appétit du marché venu, de mener une réflexion sur le moyen d'y parvenir et en prenant garde d'éviter les écueils de juridiction ou de structuration au travers de juridictions qui apparaissent comme étant intéressantes, mais ne le sont pas forcément. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, et au cours des 2 ou 3 dernières années, on voit l'île Maurice être relativement présente, notamment dans les métiers de la distribution et du commerce. On va voir Dubaï et certains des pays du Moyen-Orient et des investissements directs depuis l'Asie, Chine ou Hong Kong. Et là, je parle au-delà, bien évidemment, des investissements classiques en Algérie, mais c'est vrai pour toute la zone nord-africaine et d'Afrique subsaharienne. Je rebondis sur vos propos. La semaine dernière, le patron des patrons algériens, Samir Agli, a expliqué, a suggéré que les investisseurs étrangers s'intéressent à l'Algérie pour, je le cite, développer des stratégies commerciales euro-africaines. Hein. Donc, il a suggéré en réalité que l'Algérie devienne un point d'entrée, lui aussi. On sait qu'ils sont un peu les concurrents et les frères ennemis avec les Marocains, mais nous sommes neutres, évidemment. Et il a suggéré que l'Algérie était prête aujourd'hui à jouer ce rôle, comment dirais-je, de structuration stratégique pour les investisseurs étrangers qui souhaitent s'intéresser au continent algérien. Il me reste, le webmaster nous a accordé 3 minutes supplémentaires, je le remercie beaucoup. Il me reste à vous remercier, Frédéric Bailly, vous êtes basé à Paris, François Versini-Campinki, également parisien, Lina Fassifiri et Romain Berton, tous les deux à Casablanca, d'avoir animé cette conférence passionnante sur les opportunités, je pense qu'on peut le dire, et les perspectives positives de ce continent africain. Et en guise de conclusion, si l'Algérie aujourd'hui manifeste son désir de saisir le train de la croissance africaine, c'est donc, j'imagine, que l'on peut accorder évidemment du crédit et
et imaginer l'intérêt et l'importance de ce mouvement aujourd'hui de structuration, de libéralisation et de structuration des secteurs privés sur le continent africain. Merci beaucoup à tous les quatre et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Au revoir. à vous. Bonne journée. Merci, au revoir.